Mais là, on a l'immense plaisir là, d'avoir un spécialiste en relations internationales, mais pas que. Vous aurez l'occasion de le redécouvrir si vous ne le connaissez pas. Vous l'avez vu sans doute en télé. C'est Sergueï Girnov qui est avec nous. Bonsoir Sergueï. Persuadé qu'il y a le monde entier qui m'écoute. Enfin, en tout cas, plusieurs services secrets, oui. Oui, ça c'est sûr, parce qu'on le rappelle, vous êtes un ancien du KGB. C'est ça, je suis un ancien KGB, mais en plus, je suis dans la position, dans le statut de réfugié en France. Et j'interviens aussi sur ma chaîne YouTube, sur plusieurs chaînes de l'Ukraine. Donc les Russes déjà me considèrent comme un traître. Donc bien évidemment, tout ça complique un peu les choses. Ça complique les choses et c'est vrai que ça ne doit pas être une vie facile. Comment vous vivez au quotidien quand vous êtes doublement suivi, je m'imagine, et doublement espionné, que ce soit sans doute par les services spéciaux français et donc le FSB? En réalité, pour moi, ça ne pose aucun problème. À moi, ça ne me pose aucun problème parce que j'ai été quand même formé pour être un espion pendant 3 ans dans une école spécialisée. Et même avant cette école et après cette école, j'ai fait aussi mon service dans le service d'espionnage. Donc pour moi, ça me pose aucun problème. À la limite, j'aime bien, même un tout petit peu quand il y a un peu d'adrénaline. Voilà, donc parce que la vie normale, ça me paraissait quand même un peu fade après 8 ans de service dans un service d'espionnage. Je m'imagine, vous êtes un peu notre James Bond à nous. Parce qu'en fait, vous savez, j'ai écrit en 2021 un livre avec François Varou qui s'appelle KGB DGSE, des espions face à face, chez Mareuil. Et en fait, François Varou, c'est quelqu'un qui a servi à la DGSE, dans le service d'espionnage français. Et je lui en veux beaucoup pour un de ses livres, parce qu'il a écrit sa biographie qui s'appelle James Bond n'existe pas. James Bond n'existe pas. Et en fait, le truc, c'est ça. Ça veut dire que James Bond, c'est une caricature absolue de l'espionnage. L'espionnage n'a rien à voir avec le James Bond. On est d'accord, complètement. C'est du roman, c'est du romanesque. C'est romancé. C'est beaucoup de romanesque. Donc en fait, tout ce qui est dans les films d'espionnage, dans la majorité des films d'espionnage, c'est fait pour le film. En fait, c'est fait pour paraître intéressant, pour l'intrigue, etc. La vie d'un espion, vous savez, c'est une vie comme une autre. En fait, ça peut ressembler éventuellement à la vie d'un journaliste d'investigation, plutôt, ou d'un diplomate, parce que les espions souvent utilisent la couverture diplomatique. Donc en fait ils jouent les diplomates et après tout simplement ils recrutent les sources pour avoir des informations un peu secrètes, mais de toute façon ils ne courent pas avec les Kalachnikov sur les toits, ils ne couchent pas avec les belles filles, ils ne conduisent pas à toute vitesse les voitures, etc., etc. Tout ça c'est dans les films. Je croyais que c'était ça qu'on apprenait à l'école d'espions justement. Non. À l'école d'espion, on apprend, la première des choses qu'on a commencé à apprendre à l'école d'espionnage du KGB, c'est taper la machine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de lire les textes et de bien résumer les textes. Donc à la limite, c'est un métier de journaliste aussi. Vous savez, quand vous préparez une émission, vous lisez énormément de matériaux pour préparer l'émission, puis après vous résumez ça très rapidement. Et en fait, on apprend ça aussi aux espions. Alors, aussi un mythe, par exemple, dans l'école de KGB, il n'y avait pas de filles. Il n'y a que des mecs. Et donc, ça aussi, lorsque vous rentrez à l'école, vous pensiez que vous allez rencontrer les belles espionnes russes, et non, ça n'existe pas. Ah, donc il n'y a pas d'espionnes russes, alors c'est marrant, parce que... Il n'y a pas d'espionnes russes, À mon époque, il n'y en avait pas. Non, voilà, mais maintenant il y en a, parce que... Du KGB, il n'y avait que les mecs, que les hommes. Après, il y avait un service dans lequel après j'ai servi, qui est le service des illégaux, le service des clandestins. Dans ce service, exceptionnellement, il y a quand même quelques femmes. Ça veut dire que c'est le seul service qui accepte les femmes. Maintenant, dans le service d'espionnage russe, depuis la dislocation du URSS et dans les services d'espionnage de Poutine, il y a des filles. Oui, maintenant, comme la DGSE, c'est pareil. Depuis un certain nombre d'années, ça a évolué en fait. Ça a évolué parce que le monde a évolué aussi, mais néanmoins, à mon avis, les filles ne sont pas majoritaires, même si maintenant elles sont admises, mais ils ne sont pas majoritaires dans le circuit. À mon avis, c'est toujours plutôt les garçons qui sont dedans.
Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, le métier d'espion reste quand même majoritairement Masculin. un métier d'homme. Alors là, il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure de notre entretien. Que faut-il pour être un bon espion? Pour être un bon espion, il faut être un monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde. Ça veut dire qu'il ne faut pas attirer l'attention. Ça veut dire qu'il faut... vous savez, c'est une réponse que j'ai donnée déjà à plusieurs reprises, mais bon, c'est quand même une bonne formule que j'ai trouvée, je trouve. C'est que vous rentrez dans une salle ou dans un café ou dans un restaurant, vous faites votre mission et personne ne se souvient que vous êtes passé là-dedans. Donc en fait, il faut être vraiment... ça veut dire que ça aussi, c'est contraire, si vous voulez, par rapport au film de James Bond. James Bond, c'est en général les mecs qui sont bien bâtis, très sportifs, très sveltes, qui ont une connaissance de karaté, de judo, des trucs comme ça. Et en fait, non, l'espion, c'est monsieur, madame, tout le monde, en fait, qui n'attire pas attention et qui est intelligent, qui sait manipuler les gens. Voilà. Est-ce que le fait d'être sociable, Sergueï, ça permet d'être un bon espion aussi? De soutirer des informations C'est une qualité primordiale. Avant la sociabilité, je vous dirais que l'espionnage, bien évidemment, dans la plupart des cas, ça se passe à l'étranger. Donc, première chose, il faut parler une langue étrangère. Parce que si vous partez à l'étranger, parce qu'en fait, tous les services d'espionnage sont interdits dans leur propre pays. La DGSE en France n'a pas le droit d'avoir des opérations chez les seuls Français. Sauf exceptionnellement quand il s'agit des services étrangers qui sont sur le sol français. Mais en général, ils opèrent ailleurs. Ailleurs que le sol français. Les Russes, c'est la même chose. Donc vous partez à l'étranger. Donc quand vous partez à l'étranger, c'est pour rencontrer les gens qui travaillent pour les États étrangers. Donc il faut parler une langue étrangère. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut quand même avoir une vision plus ou moins correcte de la géopolitique, de l'international, des relations internationales, etc. Et puis après, vous avez parfaitement raison, la sociabilité, c'est la qualité opérationnelle, celle-ci, qui est importante parce que vous travaillez, enfin les espions, on travaille beaucoup avec les gens. Et donc vous recrutez les sources, et pour recruter les sources, il faut connaître les gens, il faut connaître les faiblesses et les forces des gens, il faut connaître la psychologie, il faut maîtriser ces gens-là, il faut les encadrer, il faut les manipuler, et pour ça, c'est la psychologie et donc la sociabilité. Et lorsque vous aviez voulu faire ce métier, qu'est-ce qui vous attirait à l'époque, hein? Et comment il est rentré? Non, ça ne m'attire absolument pas. Ça veut dire que ça, si vous voulez, dans ma biographie qui s'appelle L'éclaireur, qui a été publiée l'année dernière chez Nimrod, j'ai dit en sous-titre, j'ai mis ce n'est pas vous qui choisissez d'être un espion, c'est le KGB qui vous choisit. Okay. C'est le service qui vous choisit. Le service n'aime pas les gens qui veulent être des espions. D'accord. Il veut, lui, choisir ses propres personnels, et donc c'est lui qui vous propose. Vous êtes d'accord ou pas? Après, vous pouvez accepter ou ne pas accepter, mais c'est lui qui choisit. Mais bien évidemment, quand il nous contacte, la seule vision qu'on a, c'est la vision romanesque, c'est la vision des films et des romans d'espionnage. On n'a pas d'autres éléments, sauf si je ne sais pas si vous êtes né dans une famille d'espions, si votre père, si votre grand-père a été espion, ou votre grand-mère éventuellement. Mais la plupart des gens en fait ne connaissent absolument rien. Et donc, lorsque vous rentrez dans le service d'espionnage, en fait, vous êtes vierge de toute connaissance du monde. Et souvent, vous êtes déçus parce que justement, en fait, quand on vous propose, vous faites tout un cinéma autour de ce métier. Et lorsque vous rentrez vraiment dans l'école d'espionnage, comme je vous dis, vous êtes souvent déçus. Moi, je suis rentré en 1995. Je pensais que c'est l'école qui sera le mieux lotie. Je sais pas, en ordinateur, etc. On n'avait aucun ordinateur, on n'avait pas de filles, la plupart du temps, on est déçus après. Ouais. Vous étiez déçus. Et à l'époque, vous avez rencontré sur votre route quand même Vladimir Poutine. Oui, mais bon, ça c'est un... Je ne sais pas si c'est la chance ou ma chance, hein, parce que bon, moi j'ai creusé quand lui, il n'était pas espion. D'ailleurs, Poutine
a raté sa carrière d'espion. Ça, c'est aussi un mythe, en fait. Quand il a voulu devenir président, on lui a construit un mythe un peu public, comme quoi c'était un espion du KGB. En fait, Poutine n'a jamais été un espion. Il travaillait dans le service de contre-espionnage, c'est-à-dire il était flic. Il était dans la police politique. Et en fait, en 1984, lui, il est servi déjà depuis 1975, ça veut dire 9 ans au KGB, dans la police politique, donc dans le flicage, dans le flicage de la population soviétique. Mais on lui a proposé de changer de temps et de métier, et on lui a proposé de rentrer dans l'espionnage. Et bien, je sortais de l'école, de l'université. Et donc, on est rentré la même année dans l'école, mais j'ai pas fait les études avec lui. Mais on s'est rencontrés en 1980, quand moi j'étais étudiant, j'avais 19 ans. Lui, il était déjà au KGB depuis 5 ans. Et ça s'est passé à Moscou pendant les Jeux Olympiques de Moscou. Et en fait, moi, j'ai travaillé dans le service de renseignement téléphonique pour les Jeux Olympiques. Et j'ai eu la malchance d'avoir reçu un coup de téléphone d'un Français qui voulait tout simplement, en fait, il était curieux. Donc il m'a appelé. Moi, j'étais de service. J'ai pris ce coup de téléphone. Et je lui racontais un peu la vie. Enfin, on a bavardé pendant 2 heures au téléphone. Et ça a paru très suspect parce qu'on était pendant la guerre froide. Je vivais en Union soviétique derrière le rideau de fer. Donc en fait, à cette époque-là, on n'avait pas le droit d'avoir des contacts avec les étrangers. On n'avait pas le droit de partir à l'étranger. Et les étrangers qui venaient en Union soviétique, ils n'avaient pas le droit non plus de contacter n'importe quel soviétique. Ils étaient dans des circuits qui étaient très encadrés avec le KGB, etc. Et donc moi, du coup, j'ai été convoqué après cette longue conversation téléphonique au KGB, et la personne qui m'a interrogé, c'était un certain capitaine Vladimir Poutine. Incroyable. Sergueï, une question, comment on sait si on se fait approcher par les personnes qui sont dans les services secrets? Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on a des doutes? Comment on peut le savoir? On peut savoir si vous êtes intelligent. Mais je suis pas intelligent, moi. Ouais, mais il est très bête. Je suis pas intelligent, moi, Sergueï. Si vous êtes intelligent, ça veut dire que vous regardez quand même ce qui se passe autour de vous. Vous analysez la situation autour de vous. Et donc, si vous êtes, je sais pas, dans le bureau, et il y a quelqu'un qui commence à vous approcher et vous proposer des choses qu'une personne normale ne vous proposerait jamais. Ça veut dire que, en gros, je caricature, hein, bien évidemment. Vous êtes un mec normal, je dirais pas moche, mais normal. Oui, je suis beau, si vous voyez une super fille qui vous approche et vous propose tout de suite de coucher avec, vous devriez quand même réfléchir et dire qu'est-ce qu'elle cherche, enfin pourquoi moi qui ne suis pas un James Bond, moi qui ne suis pas, je sais pas, un super héros, pourquoi cette fille canin veut absolument coucher avec moi? Et donc c'est un peu curieux. Et donc, alors, du coup, je crois qu'il se posera jamais la question. Sergueï, parce que je suis beau, Sergueï, c'est parce que tout simplement je suis beau. Il se poserait jamais la question. Bonjour Sergueï, donc moi je suis le réalisateur de l'émission, et justement c'est cette image du flic, cette image du flic du flic, de l'espionne super belle qui va draguer quelqu'un de pas très beau. Ça me fait penser au film Opération Cornet de Bif. Je sais pas si vous avez la référence. C'est ça, tout à fait. Et puis il y a autre chose aussi. Vous vous souvenez dans la série Le Bureau des légendes, il y a eu un analyste qui est un peu gros, en fait. Il est un peu en surpoids. Et à un moment donné, en fait, il se fait accrocher par une fille. Mais lui, il a une tête froide, et donc il s'est dit, c'est pas possible qu'elle s'intéresse à moi, parce que d'habitude les filles ne s'intéressent absolument pas à moi. Et donc du coup, il raconte ça au service, et il prend les devants, et il comprend qu'en fait il se fait tamponner par une espionne. Alors Sergueï, je vais vous apprendre quelque chose. Moi j'ai passé les concours pour être au service de la protection de la DGSE. Et j'ai été reçu à l'écrit et j'ai été reçu au sport, mais j'ai pas été reçu à l'oral. Bon, déjà la première question con qu'ils m'ont posée, pourquoi vous êtes né en Bulgarie? Alors j'aurais répondu, faut demander à mes parents pourquoi ils ont baisé en Bulgarie. Donc c'était un peu une question con. Mais bon, j'ai eu une note éliminatoire, note 5 sur 20, qui m'a permis de ne pas accéder à ces services à la DGSE.
Voilà, comme quoi on a quelqu'un qui a tenté le concours, vous voyez. Voilà. Alors il est peut-être pas perdu à jamais, hein. si les services nous écoutent. Il est bulgare en plus. Il y a une fameuse technique, peut-être Ouais, mais que... il parle pas bulgare. Il parle pas donc, bulgare, mais on connaît est- le parapluie bulgare, moi, de tête. Sergueï, ça vous dit quelque chose, le parapluie bulgare? Bien évidemment, c'est un truc qui a existé réellement. Hein. C'est une arme, donc c'est un parapluie qui a été aménagé pour devenir une arme. Et d'ailleurs, il y a un opposant bulgare qui a été tué comme ça à Londres avec ce parapluie. D'où d'ailleurs, c'était dans les années 1980. Voilà. Mais c'est pas forcément le KGB hein, qui l'a utilisé. Ce sont les services bulgares, mais bon, apparemment c'est le KGB qui les a aidés à fabriquer cette arme. D'ailleurs, à votre sujet, vous avez quand même infiltré pendant plusieurs mois l'école française qui s'appelle l'ENA. Ça, c'est mon dernière mission et ma plus grande mission d'ailleurs. En 1991, j'étais le premier soviétique à être admis dans le cycle long de l'ENA. Voilà, donc il faut le dire. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait arrêter et pourquoi en fait qu'est-ce qui s'est passé pour changer de carrière du jour au lendemain et d'être aujourd'hui journaliste et surtout auteur, spécialiste enseignant en relations internationales? Et en réalité, c'est le KGB lui-même qui l'a fait, parce qu'il a eu la présence d'esprit de disparaître. Donc l'Union soviétique, vous savez, en fait, le KGB a tenté un coup d'État contre Mikhail Gorbatchev, qui était donc le président soviétique en 1991. Au mois d'août, donc il y a un certain nombre de conservateurs du parti qui ont essayé de renverser. Et le KGB, en tant que ministère de sécurité d'État, a participé à ce coup d'État raté. Et du coup, lorsque Gorbatchev est revenu à son poste, il a voulu se venger et donc il a voulu tout simplement liquider cette organisation. Et il a obtenu sa liquidation au mois d'octobre 1991. Après, le Parti communiste pour lequel le KGB a travaillé, a été interdit en Union soviétique. Et l'Union soviétique a cessé d'exister le 25 décembre 1991. Et donc, à cette époque-là, moi, j'étais en mission d'infiltration d'espionnage à l'ENA à Paris, et je me retrouve sans les services qui m'ont envoyé, sans le parti pour lequel on travaillait, sans le pays pour lequel on travaillait. Voilà. Et donc du coup, je me suis posé la question, est-ce que je continue, qu'est-ce que je fais? Et en 1992, quand j'étais en congé en URSS, en Russie, parce que l'URSS n'existait plus, donc j'ai déposé ma démission, et exceptionnellement, à cette époque-là, on pouvait le faire, parce que d'habitude, le service secret, vous y rentrez, et en fait, il y a une petite blague, on dit que l'entrée aux services spéciaux coûte 1 rouble, mais la sortie coûte 100. Bah oui, c'est vrai, bien sûr. Oui, ça Bah c'est oui. sûr. Et dites-moi, Coûte Sergueï, 100, c'est la petite blague, ouais. vous l'aurez compris. Sergueï, est-ce que vous avez subi des éventuelles pressions sur le territoire français, même de nos jours là actuellement? Est-ce qu'on a essayé de vous enlever ou est-ce qu'on vous a menacé? C'est une longue histoire. Je vous conseille aussi de lire les ouvrages. Oui, on le répète. Je raconte ça en détail. Tout est dit dans les ouvrages. Oui, tout à fait. Ça m'est arrivé. En fait, ça s'est passé en 2018. En 2018, je vous rappelle, c'était l'année où Poutine, les services secrets de Poutine ont essayé d'éliminer un monsieur qui a été un traître en fait dans le service d'espionnage, qui a été échangé en 2010 contre le fameux échange sur Obama, lorsqu'il y avait 10 illégaux, 10 clandestins russes, soviétiques, qui étaient échangés contre 4 personnes russes, dont un certain monsieur Sergei Skripal, qui a travaillé pour les Anglais et pour les Américains. Donc en fait, il était installé après en Angleterre. Et en 2018, Poutine a donné l'ordre de l'éliminer. Et donc il y a eu des gens qui sont partis en Angleterre, qui ont essayé de le tuer avec un gaz paralysant qui s'appelle Novichok. Et ils ont raté en fait le truc, et donc ça a fait un énorme scandale. Et suite à ça, j'ai eu en fait une approche. D'abord, la première approche était avant l'assassinat de Skripal. Parce que si vous voulez, l'assassinat de Skripal, ça s'est passé le 4 mars 2018. C'était un dimanche, 2 semaines avant les élections présidentielles de Russie. Et en fait, moi, j'ai entendu d'abord par la BBC un certain monsieur à Londres qui disait que Poutine a lancé un grand plan d'élimination des traîtres à l'étranger.
Donc je l'ai pas pris au sérieux. Hein. Ouais, forcément. Et 2 semaines après, j'entends parler, en fait, j'habitais dans les Alpes, dans une petite station de sport d'hiver, et donc j'entends parler russe dans l'appartement à côté. Et donc je fais des recherches, et tout paraît louche, parce que en fait, dans cette station, il n'y a jamais de Russes, il n'y a jamais de personnes, parce que c'est pas une grande station. Donc c'est pas que les stations comme Courchevel, Oui, où là, il y a beaucoup de Russes. comme Montchèvre ou comme Chamonix, c'est là-bas comme on est russe. Et donc pas dans une petite station en Isère. Et donc j'entends parler russe, je fais la petite enquête, et je découvre que c'est les gens d'origine russe qui sont venus de Genève, donc spécialement, donc tout me paraît bizarre, voilà. Mais à un moment donné, j'oublie cette chose, et 2 semaines après, il y a l'affaire Skripal. Et donc là, je commence à prendre plus au sérieux cette histoire. Et puis il y avait une suite après, parce que donc suite à une affaire Skripal, moi j'ai publié un truc pour me protéger sur les réseaux sociaux en disant, vous savez, si vous me retrouvez pendu, soi-disant suicidé, c'est pas mon intention, je ne suis pas suicidaire du tout, etc., etc. Donc ça a été remarqué. Et il y a une équipe de la télévision française de France 2 qui est venue chez moi, de complément d'enquête. Cette émission est parue donc au mois d'avril 2018. Et suite à ça, j'ai été contacté par une certaine américaine, enfin canadienne américaine, qui m'a proposé un rendez-vous, soi-disant pour son blog géopolitique. Et en fait, de fil en aiguille, je lui ai posé la question où est-ce qu'on allait le tourner, cette interview. Et il m'a donné l'adresse, et quand je l'ai googlé, ça se trouve que sur cette adresse à Paris se trouvent tous les médias russes, Russia Today, Sputnik, RIA Novosti, c'est-à-dire que c'était un piège, le même piège que les Saoudiens, quelques temps après, ont posé à un certain Khashoggi, ils l'ont dans le consulat saoudien en Turquie, Oui, et donc ils l'ont tué dans ce consulat, mais moi, j'ai eu la présence d'esprit de ne pas y aller. Donc, donc vous, finalement, une des solutions là pour des personnes qui sont qui connaissent quelques difficultés, notamment des anciens du service, c'est la médiatisation, hein, parce que vous êtes extrêmement médiatique et c'est difficile de vous éliminer comme d'autres. Ce n'est pas difficile, mais disons que ils vont le payer très très cher, parce que si jamais ils m'éliminaient, vous imaginez, avec toutes les interviews que j'ai données, avec tous les livres que j'ai publiés, on va faire des tonnes et des tonnes d'interviews post-mortem, si on peut dire, et donc ça va nous porter préjudice. Parce que par exemple, après l'affaire Skripal, 152 espions russes ont été expulsés de 25 pays. Oui. Après la guerre en Ukraine, 500 l'année dernière, en 2022, 500 espions russes ont été expulsés de 30 pays. Et donc, si jamais ils m'attaquent, ils s'attaquent à moi, il y aura aussi des expulsions, et donc ça leur fera quand même des répercussions négatives. Et donc, j'ai l'habitude de dire que dans tous les métiers de l'ombre, la seule protection, c'est la lumière. C'est la lumière, et de toute manière, vous n'êtes pas considéré comme un traître non plus, parce que vous avez quitté le KGB puisqu'il était, était dissous. Donc, vous avez donné normalement, votre c'est... Normalement, vous avez parfaitement raison. Là, ça fait plaisir. Un peu d'humanisme, un peu, quand même. Vous avez tout compris, mais le problème, c'est qu'en fait, une fois lorsque j'ai quitté en 1992 le service, donc à ce moment-là, le service planait déjà pour lui, il croyait qu'il allait être plus ou moins nettoyé comme la Stasi dans l'Allemagne de l'Est, après la formation d'une seule Allemagne, et donc en fait, il laissait les gens partir. Mais 3 années ou 4 années plus tard, ils ont essayé de récupérer tous les gens qui sont partis. Et donc, ils m'ont proposé de rentrer dans le service. Moi, je ne voulais pas. Ils ont fait pression sur moi. Et pour me défendre de cette pression, j'ai médiatisé, donc, pour la première fois, mon appartenance au service. Et ça, ils n'ont pas aimé. Et donc, du coup, même si, techniquement, j'ai absolument rien trahi, jamais trahi, mais ils me considèrent quand même comme, une menace. Tout à fait. Est-ce que vous êtes en paix aujourd'hui, Sergueï ?
Avec un service, vous n'êtes jamais en paix. Et donc, j'étais obligé en 2001 de quitter la Russie et de demander la protection en France. Donc, j'ai demandé l'asile politique. Avec quelques difficultés, je l'ai obtenu au bout de 3 mois, au bout de 3 ans. Donc, j'ai le statut de réfugié. Quand un ancien espion de Russie devient réfugié dans un pays de l'OTAN, donc vous devenez là carrément un traître. Et donc, tout ça, déjà, de ce fait-là, vous présentez déjà une menace encore plus grande. Et depuis que Poutine a commencé les guerres en Ukraine, comme j'interviens aussi sur... régulièrement. Comme je critique Poutine, comme je raconte des choses qui se passent à l'intérieur de ses services, là, il me considère vraiment comme une menace, comme une cible à meurtre. Et donc, bien évidemment, je suis obligé quand même de prendre beaucoup de précautions pour ne pas tomber soit des balles des tueurs, soit dans le filet des gens qui voudraient m'enlever, kidnapper et me ramener en Russie. Quel est votre souhait d'ailleurs pour la Russie? Pour ce pays quand même, avec une culture, avec une histoire. Quel est votre souhait à titre personnel? Mon souhait, c'est que la Russie soit... le régime de Poutine soit défait dans cette guerre, donc qu'il perde cette guerre contre l'Ukraine et contre le monde occidental, qu'il retire bien évidemment toute son armée de territoire de l'Ukraine, qu'il repaye les réparations à ce pays, qu'il livre les criminels de guerre à l'Ukraine et ou éventuellement à la Cour pénale internationale, et qu'il recommence à devenir un pays normal. Et ça, vous pensez que c'est réalisable, Sergueï? Ou que c'est un peu un vœu? Est-ce que c'est pas un peu un vœu pieux? Non, c'est pas un vœu pieux. C'est réalisable parce qu'en fait, cette guerre, c'est une guerre d'une seule personne. Et ça s'appelle Poutine. Et donc, si Poutine disparaît, je suis persuadé que d'autres personnes ne voudront pas continuer cette guerre. Et un mot aussi rapidement là sur un conflit qui se passe au Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien là. Quel est votre regard sur ce conflit? La situation est peut paraître un peu similaire parce que vous avez un mouvement terroriste qui a attaqué l'Israël et maintenant Israël qui se défend contre ce mouvement terroriste. Mais la tâche d'Israël est 1000 fois plus difficile que la tâche de l'Ukraine. Vous savez, c'est paradoxal parce que l'Ukraine se bat contre un pays qui est très puissant, la Russie, mais cette lutte est facile parce que c'est une guerre classique en quelque sorte. Vous avez le front et derrière le front, vous avez des soldats du pays ennemi qui vous envahit et donc vous avez le droit de les tuer et vous avez le but qui est visible. Ça veut dire que vous avez la ligne de front de 1000 km, tout ce qui se trouve de l'autre côté du front est éliminé. En Israël, c'est pas comme ça. Parce que vous avez une organisation Hamas qui est une organisation terroriste qui a gagné les élections en 2006 sur le territoire de Gaza, un petit territoire, 40 km de long et 12 km ou 7 km au point le plus étroit de large, donc un tout petit territoire, dans lequel ils ont gagné les élections et donc du coup depuis 17 ans ils gèrent ce territoire. Mais en gérant ce territoire, en fait, ils sont mêlés avec la population civile et donc du coup c'est très très difficile d'éliminer ce mouvement terroriste parce que en fait vous savez jamais qui est terroriste, qui ne l'est pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que Israël a mis tellement de temps à envoyer les chars parce qu'en fait les chars c'est normal sur un champ de bataille parce que vous avez les chars ennemis qui sont en face, mais lorsque vous avez la population civile, les chars dans une ville où il y a majorité des gens sont les civils et vous avez quelques terroristes qui se cachent derrière les civils, derrière les hôpitaux, derrière les écoles, derrière les femmes, les enfants et les vieillards, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est un casse-tête, un vrai casse-tête pour Israël. Et quels sont les liens entre les deux conflits? En existe-t-il? Pour conclure. Ah oui, les liens existent. Déjà, vous savez, en Israël, à peu près 25% de la population d'Israël, c'est les anciens de l'Union soviétique. Donc ce sont les juifs russes et d'autres républiques. Donc ça, c'est la première chose. Grosse communauté, oui.
Voilà. Et après, en 1947, lorsque les Nations Unies ont voté la résolution de création de 2 États juifs et palestiniens arabes en Palestine, en fait, c'est Staline qui a permis cette résolution. Staline soutenait la création des 2 États. Mais contrairement, beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire, et c'est qu'en fait, cette résolution a été votée, les Juifs l'ont adoptée, mais tous les pays arabes étaient contre, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas d'État juif. Ils voulaient qu'il y ait un seul État arabe. Et donc, du coup, que l'État palestinien arabe ne s'est pas créé, la plupart du temps, ce sont les pays arabes qui l'ont empêché pendant des années, des décennies. Pendant des années et des décennies, ce sont les Arabes qui empêchaient les Palestiniens d'avoir leur propre État. Par exemple, le territoire de Gaza était occupé par l'Égypte. La Cisjordanie, était occupée par la Jordanie. Vous voyez, après, il y avait même de Liban qui participait aussi au nord dans cette question. Voilà, et donc c'est devenu plus compliqué. Et le truc aussi, c'est que, par exemple, l'organisation de Palestine, de libération de Palestine, a été soutenue à l'époque pour le Parti communiste de l'Union soviétique, par l'Union soviétique et par le KGB. Et tous les terroristes de Hamas, mais aussi de l'organisation de libération de Palestine, ont été formés au KGB en Union soviétique. Formés en Union soviétique, comme quoi les conflits sont interconnectés. Alors, quid d'une 3e ou d'une 4e guerre mondiale, comme vous le disiez si bien sur TPMP? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, déjà le conflit russe contre l'Ukraine, la Russie depuis 20 mois menace le monde entier par le nucléaire. Vous savez, quand j'étais il y a 2 jours, enfin mardi dernier, sur le plateau de Cyril Hanouna sur C8, en fait, il y avait des gens qui ont dit oui, mais ils viennent là pour nous faire peur, etc. Ils racontent n'importe quoi. Sauf que le lendemain, vous savez ce qui s'est passé le lendemain? Non. Le 25, mercredi 25, Poutine a organisé une manœuvre nucléaire avec la triade nucléaire et a tiré les missiles intercontinentaux des silos, des sous-marins et des avions. Ça veut dire que tout ce que j'ai raconté la veille sur le plateau de Cyril Hanouna était parfaitement vrai. Et il y avait des gens qui rigolaient, en fait, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui disent que je raconte n'importe quoi. Ce sont des imbéciles, mais bon, ils sont imbéciles. C'est clair, moi ça fait de nombreux mois que je vous écoutais sur la chaîne dans laquelle vous étiez auparavant et je ne fais pas du tout partie des gens qui considèrent que vous êtes un imbécile, bien loin de là. Merci. C'est vrai que c'est compliqué d'expliquer parce que... Bah oui, on peut pas tout dire. Vous êtes obligé en 3 minutes, 4 minutes d'expliquer les choses. Bien sûr. C'est ça. Il faut des heures ou des semaines et des mois pour vraiment expliquer. C'est pour ça d'ailleurs je conseille un livre, tout simplement j'ai écrit 2 livres depuis hier. Tout à fait. Oui. On va les citer d'ailleurs. Et l'escalade de chez Albin Michel, où j'ai peu de raconter justement les détails de ce conflit. Ouais, le meilleur moyen finalement pour en savoir un peu plus sur notre invité du jour, Sergueï Girnov, c'est d'aller lire les 2 ouvrages qui sont disponibles. On a mis les liens sur le site internet de la radio, bien entendu. Et puis finalement, peut-être qu'un jour, ça fera un film aussi, qui sait. Moi, Sergueï, j'ai une question. Vous savez, c'est le 3e livre, mon livre de ma biographie romancée. En fait, il y a une société de production qui a racheté déjà des droits. Ah bah voilà. Voilà. Donc ça va devenir un film ou une série? Parce que normalement, ils ont racheté l'année dernière et là, ils traînent les pieds un peu. Bon, déjà, ils l'ont racheté. C'est déjà un bon point. Voilà, une dernière question, Stan. Non, c'est pas une question. Je voulais me former auprès de vous, Sergueï, pour être un très bon citoyen discret. Voilà, futur espion. Pour être prof d'espionnage, faudrait y penser aussi. J'ai pas très bien entendu la question. Non, on va vous la répéter. Je disais que je voulais que vous me formiez pour être un très bon citoyen discret. Il n'a pas l'air très convaincu. Il n'a pas l'air très enthousiaste. On vous remercie, Sergueï, en tous les cas, d'être passé sur Dynamique Radio. En tout cas, ouais. Et n'hésitez pas à venir nous voir aussi également en studio dès lors que vous aurez un peu de temps ou que vous êtes sur Paris. Ça sera super sympa de votre part. En tous les cas, on vous remercie. Merci d'avoir accordé du temps à Dynamique Radio, une radio du web.